Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, oui, ça va être un peu difficile de se dissocier. Je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental à Lyon. On est dans les locaux de l'Académie, voilà, je cherchais le nom. Et j'accueille à mes côtés Alexandra Lecrèf. Vous êtes dirigeante de la maroquinerie Barret à Lyon, l'institution Barret. 105 ans. 105 ans, incroyable, Ouais. Une belle histoire, une saga familiale, vous allez nous raconter tout ça. Ouais, avec plaisir. Et on va plonger dans l'univers de la maroquinerie avec vous aujourd'hui. Et on va parler bien sûr de la place des femmes dans ce secteur d'activité, vous allez nous raconter votre parcours. Mais Alexandra, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Alors tout d'abord, je voulais vous remercier Alexandra de ma participation au Café des Lyonnes. Alors oui, je suis engagée bien sûr personnellement et professionnellement. Ouais. Professionnellement déjà avec mes clients. Ça fait ça 105 ans que en fait Barret existe. Donc C'est pas 105 ans que vous en occupez, vous, hein? Non, en fait, le principal, je pense, c'est le client. En fait, c'est important. C'est important de fidéliser le client, Ouais. de bien le conseiller pour qu'il revienne. C'est pas du one shot. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien, mes équipes et moi. Mais alors, votre engagement, il se traduit comment? Il se traduit uniquement dans votre vie professionnelle ou il se traduit aussi dans votre vie personnelle? Est-ce que vous avez d'autres engagements Oui. autour? Alors déjà, toujours au niveau professionnel, il y a toujours aussi cet engagement avec, je voulais continuer aussi avec les fournisseurs parce que c'est très Ouais. important. On a des fournisseurs en fait qui nous suivent depuis des décennies, 5 décennies, hein, avec qui on travaille. On a des nouveaux fournisseurs aussi. Il y a aussi l'engagement avec les équipes. Ouais. On a une vraie stabilité en fait. J'ai une vraie stabilité de mes équipes, hein. Un personnel qui est là depuis très longtemps, qui est fidèle, que je chouchoute parce que c'est rare de nos jours, hein, de les garder. Et j'ai aussi un engagement au niveau de la fédération D'accord. des détaillants en maroquinerie et voyage, où je suis vice-présidente. Ah oui, vous Et êtes impliquée Je dans suis la impliquée filière. dans la filière. C'est un engagement aussi de la fédération pour les maroquiniers, les aider au quotidien avec des actions marketing, des processus juridiques, de la mutualisation. Voilà, en fait, la maroquinerie, c'est une grande famille. Oui, c'est une grande famille. Et vous, la particularité, c'est que vous défendez aussi le commerce indépendant parce que c'est quand même Tout à fait. une vraie particularité, une vraie force. Et c'est une vraie force encore sur Lyon. Par exemple, on s'est battu au moment des Gilets jaunes, le confinement, le commerce indépendant, il faut pas l'oublier. Enfin, c'est vraiment ce qui fait en fait la richesse du centre-ville de Lyon. C'est vrai que de partout, on va retrouver toutes ces chaînes internationales, mais le commerce indépendant, c'est la chose la plus précieuse en fait et qui fait la différence d'une ville à une autre en fait. Oui, alors vous, en plus, la particularité, c'est que vous êtes dans une institution, je le disais tout à l'heure, parce que les Lyonnais le savent, mais cette maroquinerie, elle a une vraie histoire dans Lyon. Elle date, elle a 1920. 1920, Ouais. c'est On incroyable. a fait une belle fête pour les 100 et un Covid parce que c'est tombé pendant le Covid. Ouais. Oui, je suis fière parce que c'est une histoire familiale, enfin de deux familles en fait. Ça a commencé avec Monsieur et Madame Barret qui ont créé et qui ont permis que cette boutique soit une institution sur Lyon depuis 1920. Ouais. Et puis un jour, ils ont pris leur retraite dans les années 80. Et moi, de mon côté, j'ai également été dans une famille de maroquiniers. Mon grand-père est le fondateur de Le Tanneur, donc plutôt côté fabrication. C'est lui qui a développé Le Tanneur sur le XXe siècle. Mon père, lui, est parti sur la distribution, donc avec de nombreux magasins à l'époque sur Paris et sur Lyon. Ouais. Et puis, il a eu l'opportunité de racheter la maroquinerie Barret. Et voilà. Alors, vous êtes née dans le chaudron de la maroquinerie ou... Je suis dans la maroquinerie depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire qu'on a passé nos vacances dans des villes où mon père avait ses magasins, donc à la mer, à la montagne. Donc, j'ai vécu toutes mes vacances à moitié dans les maroquineries. Donc, je suis bercée par la maroquinerie depuis mon enfance, en fait. Et justement, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous étiez déjà... Vendre des sacs. C'est vrai? Ouais, Ok. vendre des sacs. Et puis,
Et puis, le contexte a fait que j'ai fait mes études. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait une année de droit qui m'a pas trop réussi. Donc, je suis partie sur du commerce international. D'accord. Ce qui m'a beaucoup plu, l'international, les langues. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'école de commerce de Reims. D'accord. Et là, je ne suis pas du tout repartie dans la maroquinerie. J'ai eu un premier stage en grande distribution, mais côté fournisseur, donc chez Luche, groupe Danone, qui m'a beaucoup plu dans la fonction commerciale. Et donc, j'ai repostulé et j'ai passé une petite dizaine d'années en tant que commercial, compte clé chez Luche. Donc, rien à voir avec... j'étais plutôt dans les biscuits. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous revenez sur la maroquinerie? Eh bien, j'ai rencontré mon mari. Ouais. J'ai eu 2 filles. On habitait Paris, c'était pas le top quand on a des enfants. Et donc, on a décidé de revenir sur Lyon. C'était l'opportunité. J'ai commencé, donc c'était en 2010, j'ai commencé à travailler avec mon père et qui m'a laissé de plus en plus le champ libre. Et puis en 2015-2016, lui a pris sa retraite tranquillement, profité de la vie et il m'a laissé les commandes. Ah oui, ça s'est fait assez naturellement finalement. Tout à fait. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la maroquinerie. Ouais. Et oui, on a la chance d'avoir de nombreuses femmes. En fait, c'est beaucoup les maroquiniers qui perdurent. C'est des affaires familiales souvent. Et c'est souvent soit le couple, soit de mère en fille. Et c'est vrai que même à la fédération, par exemple, on est nombreuses au comité de direction. Ok. Parce que c'est quand même un secteur d'activité qui est un peu difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence étrangère. Il y a beaucoup de pertes de qualité de la production. Après, il y a qualité et qualité. C'est-à-dire que les maroquiniers, les institutions travaillent la qualité, donc les belles marques. On est sur des produits avec un très bon service après-vente. Bon, moi, je suis plutôt bagagiste, je suis plutôt spécialisée dans le bagage et dans le business. Mais moi, je propose à mes clients des produits d'une qualité irréprochable. C'est important pour vous ? C'est ce qui est le plus important. Okay. C'est pas du jetable. Voilà. On travaille de plus en plus avec les fournisseurs, avec des produits éco-responsables. Donc on est dans le circuit et c'est vraiment la qualité qui prime sur le produit. Donc les femmes sont présentes dans la filière. Aujourd'hui, c'est pas un sujet d'évoluer dans cette filière. Non, et puis c'est vrai que même au niveau de Barret, en fait, nous avons un homme. On le chouchoute, mais c'est vrai qu'on a toujours été beaucoup des femmes et des femmes. Comment vous avez vécu, vous, cette prise de poste, de devenir dirigeante de cette saga avec un héritage C'est lourd parce que Barret existe depuis 100 ans et il ne faut pas se louper. Donc, il faut se remettre en question tout le temps. Enfin, en plus, moi... c'est vrai que j'ai connu les gilets jaunes, le confinement, donc c'était des périodes lourdes, compliquées. Et je pense que si on n'a pas le soutien de ses proches, ça reste très compliqué. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'a bien soutenue. Alors j'étais plutôt au début vraiment spécialisée sur la vente, les achats, le marketing, un peu les réseaux sociaux au départ. Mais c'est vrai que tout ce qui était gestion, c'était pas forcément ma tasse de thé. Et c'est vrai que le confinement m'a fait prendre conscience que c'était inévitable et qu'il fallait, qu'il fallait plonger dans les chiffres un petit peu. C'est ça. Sinon, on se casse la figure. Alors, comment on fait on on prend ses tableaux et pendant le confinement, avec mon mari à côté, on prend les charges, les recettes. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis on fait en sorte que... de ne pas plonger, donc il y a toutes les aides qu'on a eues. Et puis, à partir du deuxième confinement, je me suis battue. J'ai dit, j'y vais, je vais au combat. On a le droit au click and collect. Donc, 6 jours sur 7, j'étais à la boutique, devant la porte. Et ça m'a permis aussi de garder ce lien social avec les clients, en fait. Qu'il n'y avait pas forcément sur les autres boutiques qui étaient complètement fermées. C'est peut-être ça l'engagement qui est plus fort quand on est chef d'entreprise. C'est vraiment d'être sans arrêt, on y est tout, au front quand il faut. On est au front tout le temps. Ouais, c'est ça, quelles que soient les circonstances. On mélange vie privée, vie professionnelle. Je suis partie en vacances, j'avais l'ordinateur avec moi. On a toujours un œil sur. C'est ça. C'est difficile de décrocher. De votre poste d'observation à vous, les femmes, elles sont assez présentes aujourd'hui dans le débat public, dans l'espace public.
Au niveau de la maroquinerie, non. Au niveau non, tout, je sais pas. On soit pourrait des faire équipes mieux, que on vous pourrait faire observez. mieux, on pourrait Ouais. faire mieux, bien sûr. Mais je trouve que de nombreux efforts ont été faits, en fait. Mais est-ce que c'est un sujet pour vous, là, cette question d'égalité Alors, homme-femme? il faut que les femmes soient présentes, mais on va pas travailler, enfin, on va pas aller contre l'homme, en fait. Donc, je pense que la mixité des deux est hyper importante, en fait. Ouais, en tout cas, dans votre parcours. Dans mon parcours, ouais. Vous, c'est des hommes qui vous ont fait confiance, j'ai l'impression. À chaque fois, ouais. Mais on s'est fait confiance mutuellement. Ouais. Et tout se passe bien. Votre papa, ça lui a semblé naturel de vous embarquer? Bah, en fait, vous en avez discuté, j'imagine. Ouais, alors dans la famille, on parle pas beaucoup. Ça se passe voilà, tout doucement, en douceur. Mais oui, c'était... voilà, à partir du moment où j'ai mis les pieds dans la boîte en 2010, j'ai tout donné. Il a vu que ça se passait bien, qu'il y avait des actions qui étaient menées. Et puis, il est super fier de moi, même si ça se dit pas beaucoup en famille. Mais on le sépare d'autres biais. Vos équipes, vous disiez qu'elles sont beaucoup féminines. Ouais. Est-ce que vous observez des choses différentes selon les hommes ou les femmes? Tout le monde se comporte de la même façon? Vous sentez qu'elles ont besoin d'être encouragées, d'être... Alors, elles ont toujours eu beaucoup de liberté à l'époque avec mon père, je pense. D'accord. Voilà. Et il y a une espèce de confiance qu'il y a entre elle et moi. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que, en fait, ça roule. Ouais. Voilà. Et qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de... tout se passe bien, en fait. Si on parle de la filière en tant que telle, vous donneriez quel conseil aux femmes qui nous écoutent et qui auraient envie de... On parle souvent, c'est quand même l'artisanat français, c'est quand même toute la filière, tous ces savoir-faire, etc. Souvent, on a l'impression que c'est des filières qui sont en perte de vitesse. Ou... Bah, il faut les encourager. Moi, je travaille par exemple avec la Maison Berthier, qui est en fait une entreprise artisanale. Ils sont 27, je crois. Ouais. Ils sont entreprise du patrimoine vivant. Ils ont en fait leurs usines dans le sud-ouest. Et c'est des produits d'une telle qualité. Il y a une histoire à raconter. Et c'est, enfin voilà, c'est tellement des belles pièces, voilà, que le client ne peut qu'adhérer. Et en effet, si on le vend bien, si on l'explique bien, le client adhère. Il y a de l'espace encore aujourd'hui pour le commerce indépendant en centre-ville? Ouais, je pense. Ouais. J'espère. Non, je me bats pour. Alors moi, la spécificité, c'est que je vends du bagage. Et le bagage, c'est quand même assez technique. Alors oui, il va y avoir de la vente sur Internet, mais on remarque vraiment que les gens viennent pour le conseil, voilà, le conseil et qu'on leur préconise le bagage adapté. Quel conseil vous donneriez du coup là aux femmes qui nous regardent, qui ont envie d'aller, de se dire tiens, c'est vrai, si j'allais reprendre une boutique. D'abord, est-ce que ça se reprend les boutiques? Parce que là, dans votre histoire, il y avait un héritage familial, mais... Ouais. Est-ce que dans la fédération, il y a besoin... Il y a encore des repreneurs qui se développent grâce à des anciennes familles de maroquiniers qui ont arrêté parce qu'il n'y avait pas de successeurs. Donc oui, ça existe, et heureusement. Alors moi, est-ce qu'au niveau familial, avec mes deux filles, j'aurai une de mes filles qui continuera avec moi? Après, elles sont un peu dans le bain. Après, elles m'aident sur des petites tâches, hein, mais elles savent déjà ce qui se passe dans la maroquinerie. Voilà, elles savent... Alors, vous soulevez un point important, ça veut dire que est-ce que c'est compatible avec la vie de famille d'être dirigeant d'entreprise? On part un peu dans tous les sens, il faut avoir la tête bien organisée, mais oui, c'est faisable. Enfin, après, il faut pas négliger en fait la partie perso parce qu'elle est très importante. Ouais. Et c'est celle qui vous remet les pieds sur terre aussi et qui vous dit aussi un peu de lâcher de temps en temps, même si c'est compliqué, mais... Et souvent, on dit que les femmes qui se lancent dans des activités, notamment de commerçantes ou d'entreprises indépendantes comme ça, finalement se disent bah, tiens, moi, je vais pas me payer pendant 1 an, 2 ans. Et puis après, c'est un peu la spirale de pas y arriver. Après, c'est compliqué, hein, l'entrepreneuriat, l'indépendant. En fait, il y a tellement d'aléas, on ne sait jamais. Bien sûr. On ne sait jamais où on va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut se faire conseiller. Il faut se faire bien conseiller. Et puis, c'est vraiment au niveau financier aussi que moi, je l'ai connu pendant le premier Covid.
quand les recettes ne rentrent pas, Et que les charges sont toujours là, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment avoir un plan de financement bien structuré. Et il faut aller voir qui? Il faut aller voir la CCI, il faut aller voir les fédérations. Les fédérations, les CCI surtout, qui m'ont bien aidé, et puis même qui m'ont, par exemple, permis de développer toute la partie numérique en 2016. C'est grâce à eux que j'ai fait mon premier site internet. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire avec la CCI. Donc aujourd'hui, c'est ouvert, on peut aller, il faut simplement pousser la porte de ce type d'institution. Et je pense trouver aussi les bons produits. Ah oui, ça c'est important, ça c'est l'autre volet. Les bons, voilà. En ce moment, c'est compliqué, donc il faut vraiment se spécialiser sur un produit. Donc il faut faire ça, une première expérience probablement dans une boutique ou dans plusieurs boutiques pour apprendre sur la filière. En fait, il faut être, si on veut être bon, il faut être bon partout. Il faut être bon et puis c'est mon quotidien, c'est-à-dire l'achat, la vente, la gestion, les ressources humaines. Presque être pro d'électricité parfois. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais on touche à tout. Alors c'est génial parce que chaque journée est complètement différente. J'imagine qu'on apprend aussi sur le tard, on n'apprend pas tout d'un coup. Ah bah moi, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est en allant sur les formations, les réseaux sociaux, comprendre tout ce qui se passe et puis se remettre en cause, faire des formations. J'ai eu des formations il n'y a pas très longtemps en réseaux sociaux parce que alors voilà. Donc il faut toujours aller chercher l'information en fait. Donc c'est et sortir de sa zone de confort. Voilà. Alors ça oui. Si on reste derrière son bureau, il ne se passe pas grand-chose. Il faut aller chercher. Pareil pour les achats. Les achats, il faut aller trouver des nouvelles marques. Alors, on essaye. Hein. Ça marche pas. Dans sa boutique, en fait, voilà. c'est ça. Ah non, moi, dès que je pars à l'étranger en voyage perso ou pro, je regarde un peu ce qui se passe en sac à dos sur les champs, les valises, quand je prends le train. Donc, il y a les salons aussi. Il y a des salons de la maroquinerie qui se trouvent en France, en Allemagne, en Italie. Donc on peut... Oui, parce que vous êtes multimarque, c'est ça? Moi, je suis multimarque, donc j'ai mes marques intemporelles, mais à côté de ça, je ne reste pas sur mes acquis. Donc il faut toujours que j'aille chercher des nouvelles marques. Donc là, je suis partie au salon du bagage à Francfort il y a un mois. Il y a 2-3 marques qui rentrent. On essaye, on tente. Alors après, c'est des marques, c'est lié toujours aux réseaux sociaux aussi. C'est qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qui est préconisé sur les réseaux sociaux. Ah oui, donc il faut vraiment être en alerte de tout ce qui se fait. Il y a une marque qui fonctionne très bien chez moi, la marque Rennes. C'est parce qu'à force d'aller à l'étranger et de tous les voir avec leur sac à dos Rennes, à un moment, j'ai dit, on va faire Rennes et ça marche très très bien. Ah oui, donc on peut être en fait, c'est un milieu où finalement, il faut être très créatif. Il faut aller chercher l'information. Si on reste derrière son bureau, on ne trouvera du tout. On trouve vraiment des choses derrière son bureau, ça c'est clair. Et alors, Alexandra, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes dans le débat public finalement? Alors, je vais prendre mon cas personnel. Ouais. Je ne suis pas très à l'aise pour m'exprimer en public. Et je ne l'ai jamais été. De toute façon, dans mes bulletins, quand j'étais petite, c'était très, très timide, se cacher, voilà. Donc, je trouve que avoir des cours d'expression orale, et puis c'est le cas aussi de mes filles, c'est parfois compliqué. Et à l'école, je pense que il faut inciter les jeunes, alors que ce soit les filles ou les hommes, les garçons, à prendre la parole plus facilement. Comme vous venez de le faire aujourd'hui. C'était un bel exercice. Ce qui est marrant parce que quand je suis devant un client, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, ah oui, c'est vrai? Ah bah non, je suis hyper à l'aise. Et là, quelle est la différence? C'est le stress. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était un training grandeur nature. Vous en êtes sorti comme une chef. Merci beaucoup. Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice alors et d'avoir partagé ce Café des Lyonnes avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Merci Alexandra. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.